On va au boulot. Et en partant au boulot, on essaye de parler de l'affaire Martinez-Zogo. Une affaire qui doit toucher tout être humain, tout citoyen du monde, qui a une once d'humanité dans son cœur, est obligé, pour avoir voulu dire la vérité, dans un pays où on nous dit que le premier magistrat, un mendiant de la paix. Le premier magistrat, un mendiant de la paix, dans un pays en guerre. Voilà. On va faire comme ça là. Il faut que j'achète le kit main libre que je mettrai au niveau du pare-brise pour pouvoir vous faire de temps en temps des directs. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. C'est ça, ma connexion. De toute façon, si je ne réussis pas à vous faire ça, je vous ferai ce direct tout à l'heure à partir du boulot où j'ai le wifi parce que les connexions françaises là aussi parfois sont merdiques. Les 4G, on parle de 4G, je sais même pas trop. Ouais, bon là je pense que vous partez tous hein, parce que la connexion n'est pas bonne, je sais pas pourquoi. La connexion n'est pas bonne du tout. Alors je disais que chaque être humain qui a une once d'humanité dans son cœur ne peut ne pas parler de Martinez-Zogo. Est-ce que je peux mettre ça comme ça? Ça revient toujours même. Bon, écoutez, ça va rester comme ça. Ne peut ne pas parler de Martinez-Zogo parce que il a été sauvagement enlevé de la terre de ses ancêtres, de sa famille nucléaire, mais également de sa famille que nous sommes tous les humains. Ce n'est tout simplement pas possible. Et moi, je me fais l'engagement de parler de cet homme, de cette histoire, quasiment tous les jours. Et je remercie ici, là, le docteur Fiodolenke, qui nous a fait un direct hier soir pour nous rendre compte assez fidèlement dans la mesure de ses compétences de non-juriste. Il nous a rendu fidèlement compte de ce qui s'est passé à l'audience d'hier de 6 mai. Et avant cette audience, avant-hier, le 5, j'ai fait une publication relative et principalement une écueil dans la manifestation de la vérité à propos du cas Martinez-Zogo. Vous partez sur ma page et vous allez voir cette publication où je parle du tribunal. J'explique dans ma publication d'hier, j'explique que la justice doit avoir non seulement un statut spécial et coutumes spéciales, des coutumes spéciales qui font que même le droit militaire de chaque citoyen, je ne le connais pas trop. Et il a donc, heureusement dans certains pays comme la France, le droit militaire a assez évolué
1960. Mais aussi, la France a aboli. La France a annulé la permanence de la justice militaire, réservant l'ouverture des tribunaux militaires qu'en temps de guerre. Autrement dit, en France, il n'existe pas de tribunaux militaires permanents. Les tribunaux militaires sont spéciaux et en temps de guerre, ou alors en temps de paix, mais dans le cas des affaires qui engagent la sécurité de l'État. Et les personnes qui sont jugées par les tribunaux militaires en France sont donc soit des militaires ou alors des civils mais qui ont commis des actes qui relèvent des actes de guerre ou de terrorisme. On a le droit, et ça les gens me l'ont repris dans les réseaux sociaux et autres, dans les forums, que bah oui, mais est-ce qu'on est obligé de faire comme la France? Oui, non, on n'est pas obligé de faire comme la France. On est obligé effectivement de faire comme un pays indépendant qui sait être indépendant. Mais sauf que l'indépendance du Cameroun ne doit pas être à géométrie variable. C'est-à-dire que quand ça nous arrange, on est indépendant, on fait comme on veut. Quand ça nous arrange aussi, on copie ce qui se fait. On a quand même le droit de copier ce qui est bon. Ok? Et tant qu'à faire, inscrivons donc dans la constitution camerounaise que nous passons d'un régime civiliste à un régime militaire et qu'on laisse les militaires faire la politique, avoir des partis, concourir au suffrage universel et devenir des présidents. On a le droit. Ou d'ailleurs même, quand on rentre dans la constitution, le fait que le militaire peut faire le coup d'État et que le coup d'État devient un mode d'expression démocratique. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé hier à l'audience, rapportée par les uns et les autres, rend compte de ce que le Cameroun n'aime pas la bonne justice. Pas que la justice elle est bonne ailleurs, elle a beaucoup de tares partout. Mais il y a niveau et niveau. Et le niveau de détestation de la justice en tant que défendre la bonne cause des citoyens. Défendre la bonne cause des citoyens. Cette détestation de cette noble cause, défendre les intérêts des citoyens, cette détestation est paroxysmale au Cameroun. Et c'est pour cette raison que le régime en place actuel a justement, entre autres, institué la permanence du tribunal militaire, où vous avez des magistrats de siège ou debout. Debout, c'est le commissaire du gouvernement, ou encore qui est l'équivalent du procureur de la République, et les magistrats de siège, qui sont donc les juges de siège, ceux qui vont finalement rendre la justice sur la base des enquêtes préliminaires et puis des débats contradictoires. Retenez ce mot contradictoire. Lors des audiences. Et on a donc des magistrats qui sont arc-boutés dans des faux principes qui n'ont pour seul objectif que de museler la défense. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que dans un pays qui respecte les droits de l'homme, refuse de respecter le principe du contradictoire? Et d'après ce qu'on a appris, c'était l'enjeu de l'audience d'hier, le contradictoire, qui s'exprime par
la possibilité, si ce n'est le devoir, l'obligation qu'a la justice à mettre à la disposition de toutes les parties prenantes d'un procès l'entier dossier pour pouvoir construire sa défense, construire ses argumentaires. Le dossier qui est jugé, qui est basé sur les enquêtes préliminaires, sur les interrogatoires, sur les documents remis par chaque partie au juge d'instruction. Dossier que doit non seulement consulter, mais surtout obtenir par chaque partie dès que l'affaire va chez les juges de siège et qui doivent chaque partie préparer leur défense sur la base de ce qui est mis dans le dossier par chacune des parties. Il fut une époque en France où, je prends la France parce que c'est quand même la référence d'un pays qui s'est dit être le meilleur élève du maître, le maître français. Voilà. Et on sait que les droits civiques en France ont quand même connu une sacrée évolution et qu'aujourd'hui peut être, comparativement à beaucoup de pays de dictature dans le monde, on peut se dire que bon, on peut prendre ce qui est de bon là-bas. Et donc, là-bas, ils ont, alors qu'avant, les avocats des parties venaient justement consulter le dossier, faire des notes, faire des copies, enfin pas faire des copies, prendre des notes et tout. Et c'est sur ça que les parties se défendaient. Mais déjà c'est fastidieux parce que si vous avez un dossier qui a 2000 pages, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous avez peut-être 2 heures, 3 heures à consulter le dossier. Vous allez faire comment? Et une fois que vous êtes parti, si on a ajouté ou enlevé une partie du dossier, vous allez apporter quelle preuve que non, j'avais vu ça. Il se trouve donc que le tribunal militaire du Cameroun, qui est un tribunal permanent, qui juge militaires et civils sur des motifs parfois fallacieux, de troubles à l'ordre public, hostilité à la nation, parce que vous avez marché. Parce que vous avez marché, vous avez ce genre de fatwa qui tombe sur vous. Et ce tribunal militaire, hier donc, a campé sur sa position de refuser aux parties impliquées, c'est-à-dire la partie victime, la famille Martinez-Zogo et ses avocats, la partie accusée, les présumés coupables, bourreaux, Jean-Pierre Moulimbinga, Eko, Danwe et consorts. Et maintenant, la partie civilement responsable, parce que c'est l'instrument de l'État qui a été utilisé pour organiser et accomplir cette œuvre macabre, c'est-à-dire l'État représenté par la DGRE. Donc ces 3 entités et les avocats de ces 3 entités ont donc défendu la thèse selon laquelle il faut nous donner la copie de l'entier dossier, chacun une copie. Et le tribunal est dans la position selon laquelle non, la loi camerounaise
ne l'autorise pas. Et apparemment, il y a un article, je ne sais pas, c'est le 413 que j'ai entendu, qui dit que vous devez consulter le dossier. Or, apparemment, il y a un autre article qui bat en brèche ces dispositions et qui demande à avoir la copie du dossier. Mais le fait est que toutes les parties, tous les avocats des parties auraient été d'accord à l'unanimité de dire que non, donnez-nous le dossier. Et la seule partie qui dit non, c'est celle qui est censée défendre le peuple. Parce que dans une affaire où il y a une victime, surtout une affaire criminelle, la victime principale est celui qui est décédé et sa famille nucléaire. Mais la victime, dans le sens général du terme, c'est le peuple. Et que la justice est rendue au nom du peuple. Et le défenseur du peuple, c'est le procureur de la République, si on est dans une affaire civile, ou si on est dans le tribunal militaire, c'est ce qu'on appelle au Cameroun le commissaire du gouvernement. Et le commissaire du gouvernement doit donc défendre le peuple. Donc doit se préoccuper de la bonne tenue des débats. Et qui dit bonne tenue, dit donner justement la possibilité à tous les débatteurs d'avoir la maîtrise du dossier. Et vous ne pouvez pas avoir la maîtrise du dossier si vous n'avez pas de dossier. Et avoir le dossier, c'est avoir la copie du dossier. Et donc, ils ont donc refusé de donner la copie du dossier. Du moins, le commissaire du gouvernement a défendu la thèse selon laquelle il n'y a pas de copie du dossier. Donc débrouillez-vous comme ça là. Venez chacun avec ses arguments précis ou approximatifs. Et après, le tribunal va trancher. Voilà la position de celui qui est censé défendre le peuple. La question est donc de savoir à qui profite le crime, qui a intérêt à ce que justement toutes les parties prenantes officiellement, toutes les parties invitées dans ce dossier, qui a intérêt à ce que chacune des parties s'embrouille, ne sache pas exactement comment se défendre, ne puisse pas apporter des arguments solides pour se défendre. Qui a intérêt à ça? Qui a intérêt à ce que les irrégularités vues dans ce dossier puissent persister, prospérer, à effet justement de rendre une justice injuste? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui a intérêt? Qui a intérêt à ça? Qui a intérêt? Et moi, je m'interroge sur quelque chose. Je pense que l'opinion publique, la quasi-totalité des personnes du peuple, les Camerounais, qui ont entendu cette affaire, même au-delà du Cameroun, ont rapidement trouvé le coupable. Ont rapidement trouvé le coupable. Mais il se trouve donc que même le coupable demande que l'entier dossier soit remis à toutes les parties. Même au parti ou à la partie qui l'accuse. La partie qui est soupçonnée par tout le monde d'être
non seulement les exécutants, mais les commanditaires de cette affaire. Cette partie-là dit, non, nous n'avons rien à cacher. Donnez le dossier à tout le monde. Et cette partie s'est joint à la partie victime. C'est même joint aussi à l'État que représente la DGE et les avocats de la DGE pour dire que non, donnez à tout le monde. Mais c'est celui qui défend le peuple qui dit on ne donne pas. Et le président du tribunal, hier, on a donc assisté à rendre la justice au nom du peuple et à rendre une justice équitable. Parce que normalement, il ne devrait pas avoir ce genre de débat. C'est tellement trivial que chaque parti doit se défendre en ayant la copie de l'entier dossier. Mais non. Apparemment, ce n'est pas la volonté de certains. Alors, qui est derrière cette histoire? Qui n'a pas intérêt à ce que la vérité se sache? La partie qui est accusée, c'est-à-dire M. Jean-Pierre Mungoubelinga et son avocat, avait plaidé en faveur d'une retransmission publique du procès. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à cacher. Ils estiment qu'ils n'ont rien à cacher. Mais attends, c'est quand même extraordinaire. Si je suis accusé, et si je suis vraiment le coupable, je n'aimerais quand même pas dehors qui dit que ce n'est pas lui. Et qu'on connaît qui a fait, qu'on connaît qui a fait ça. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a donc pas une quatrième et leurs avocats pour un procès public et même retransmis à la télé? Mais ensuite, le peuple. Alors, donc c'est le peuple. Le peuple camerounais ne veut pas la vérité. Oh, on sait que le peuple veut. Maintenant, qui fait donc le boulot au nom du peuple ou à la place du peuple et contre le peuple? Quelle est cette quatrième partie non officielle, non partie prenante dans le procès, mais qui est là dans l'ombre, qui tire les ficelles? Quelle est cette quatrième partie? That is the question. Et ça, à mon avis, c'est l'enjeu de ce procès. L'enjeu de ce procès, des audiences, c'est quel est l'homme de l'ombre qui tire les ficelles, qui ne veut pas que la vérité éclate, qui a déjà son coupable idéal. Je vais le dire autrement. Et si Jean-Pierre Mungoubelinga n'était pour rien dans cette histoire, et si Jean-Pierre Mungoubelinga n'était pour rien dans cette histoire, j'avais déjà fait un post, un petit post, au début de cette histoire, à l'acné des rumeurs ci et là. J'avais dit, et si ce n'est pas lui? Je pense que c'est comme ça que j'avais intitulé ça. Et si ce n'est pas lui? Ou alors ce n'est pas lui? Et je repose la question. N'était jusque-là pas interpellé? Qui a fait le sale boulot? Ça, c'est mon interrogation et je vous demande de vous interroger aussi là et de vous intéresser à cette affaire. De vous intéresser à cette affaire. Parce que cette affaire-là a des implications terribles sur l'avenir de notre pays.
Ça veut simplement dire que il y a des êtres humains, des fabrications de celui que nous avons voté. Enfin, on va dire ça comme ça. Celui qui nous dirige depuis 42 ans. Il y a ces fabrications qui ont le droit de vie ou de mort sur nous, en toute impunité. Si jamais ce procès-là ne reprend pas un visage humain qui respecte les droits de chaque citoyen à être défendu convenablement. Et ça questionne donc sur l'avenir du Cameroun en 2025 avec l'élection présidentielle à venir, où tout citoyen responsable est appelé à aller voter. Et pour aller voter, il faut avoir sa carte électorale pour décider de changer, de remplacer le régime de M. Paul Biya, qui est un régime basé sur l'arbitraire. Sur l'arbitraire. Où on peut tuer tout citoyen impunément à cause de ses opinions. Ceci est inadmissible. On ne devrait pas tolérer ça. On ne peut pas avoir une affaire aussi grave et que nous soyons dans le flou total depuis 1 an et demi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. Ouais. Au point où aujourd'hui, on est encore dans des doutes. On est encore dans des doutes. Qui a fait quoi? Comment? Machin truc là. On pensait avoir des convictions. Mais là, on pensait avoir des convictions. Mais aujourd'hui, on est dans l'embarras. On est dans l'embarras. L'évolution de l'affaire rend compte de ce que possiblement les vrais coupables ne sont pas là-bas. Possiblement les vrais coupables ne sont pas là-bas. On a des doutes. C'est terrible. C'est-à-dire que on est dans la même logique que toutes les affaires au Cameroun, où on crée des commissions. On crée des commissions et de toute façon on sait qu'au Cameroun, dès que tu as créé une commission pour enquêter sur une affaire, ça veut dire que l'affaire là... Voilà. Ok, donc je vous dis à bientôt. À bientôt, bon boulot. Et puis...